De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là comme chaque semaine pour De quoi je me mêle, vous le savez, chaque vendredi, toute l'actualité high-tech. À la fois sur rmc.fr, la version audio, version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et YouTube. Je suis ravi d'être là. Tout à l'heure, Pascal Petitpas me rejoindra. Notre expert high-tech nous présentera une sélection de jouets connectés pour Noël. Et oui, Noël arrive, et plus vite qu'on ne le croit. Vous verrez, il y a pas mal d'innovations, notamment françaises, Cocorico. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours réagir sur les sujets qu'on évoque dans un instant, à la fois sur la page Facebook de quoi je me mêle, bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. En tous les cas, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT et c'est le débat avec nos invités. En premier lieu, Eric Le Bourlou qui est à mes côtés, fidèle au poste comme chaque semaine. Salut Eric. Hello. Le rédacteur en chef de 01net.com. À ma gauche, c'est Rafi Aladjian qui est là. Salut Rafi. Bonjour. C'est le deuxième De quoi je me mêle pour Rafi. Rafi Aladjian, entrepreneur, l'un des papas incontestés de l'objet connecté qui est avec nous et on est ravis de t'accueillir Rafi. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Et à nouveau, dans De quoi je me mêle, la team s'agrandit, la famille s'agrandit et c'est Emmanuel Torregano qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Torregano qui est journaliste et fondateur de l'excellent Électron Libre. C'est un site que je vous conseille d'aller visiter. Alors bon, il a un défaut, il est payant. Mais ça vaut le coup de donner un petit peu d'argent pour avoir les infos d'Électron Libre, toute l'actualité du numérique et des médias notamment. Merci Emmanuel d'être là. Ravi de t'accueillir. Merci. Les amis, aujourd'hui, le débat de quoi je mêle, ça va être les annonces Google qui ont été nombreuses. Hein, Eric, on a pu les suivre sur 01net.com, sur 01net TV, avec la keynote qu'on vous a retransmise en direct, avec des smartphones, des gadgets qui servent plus ou moins à quelque chose, et puis cette stratégie que Google est en train un petit peu de dérouler. Est-ce que Google est en train finalement de prendre le modèle d'Apple, c'est-à-dire je fais du soft, je fabrique aussi mes smartphones, et j'embête, voire j'emmerde de tous les autres, à la fois les Samsung et les autres constructeurs de smartphones. On va en parler. Et puis, il y a aussi une question qu'on va aborder. C'est tous ces produits Google qui nous donnent envie, qui nous font saliver, Eric, ne seront pas disponibles en France. Et non, ils ne seront pas disponibles en France. Il faudra aller pour aller en Allemagne, voilà. En Italie, éventuellement. On va les acheter sous le manteau, en quelque sorte. Mais effectivement, on ne peut pas les trouver en France. C'est vrai que c'est une question à se poser. Pourquoi ils ne sont pas disponibles en France ? On attaque là-dessus tout de suite, les amis. Qui a une petite idée sur le fait que ces produits ne sont pas disponibles en France? Rafi, Emmanuel, c'est comme vous voulez. Ouais. Bon, il faut parler au bout d'un moment. Alors, je vais lancer Emmanuel, va. Et puis après, Rafi réagira. Bon, alors, c'est assez étrange parce que bon, la France n'est pas un cas à part. Il n'y en a pas non plus au Japon, par exemple. Ils ne seront pas distribués au Japon. Ouais, mais moi, les Japonais, je m'en fous. Oui, je suis français. Moi aussi, je suis d'accord. Et en plus, c'est loin. Voilà, c'est loin. Mais ils ne seront pas distribués non plus en Chine. Bon, là, on peut comprendre. Il y a le problème, en effet, de l'embargo pour Google, en tout cas en Chine. Oui, c'est vrai que Google et la Chine, c'est un peu compliqué. Ça marche moyennement. C'est un peu compliqué. Ils sont juste à côté. Mais le pire dans cette histoire, c'est que Google officiellement ne donne aucune raison au fait qu'il n'y ait pas de distribution en France. Il vous explique qu'il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y en aura bientôt en Espagne et en Italie, c'est pas encore tout de suite. Mais la France, il n'y a aucune explication qui est donnée officiellement. Alors, à partir de là, on peut essayer de creuser, de se demander, mais comment ça se fait? Pourquoi la France, qui est un gros pays, un gros marché, pour dire les choses autrement, Google aurait totalement intérêt à distribuer, et à bien distribuer, à faire des accords avec des opérateurs. Je vous rappelle, par exemple, que, comment il s'appelle, le nouveau smartphone qui a été lancé par l'ancien fondateur d'Android. Essential Phone. Essential Phone, merci. Excuse-moi, je n'arrive jamais à comprendre. Dans ma tête, parfois, ça se mélange avec nuance, qui n'a rien à voir. Essential Phone, par exemple, a un accord de distribution avec Verizon aux États-Unis. Donc, il n'y a aucune raison que Google, qui est quand même beaucoup plus gros qu'Essential, puisse ne pas être distribué dans un pays comme la France. Donc, il n'y en a pas. Donc, une relation logique comme ça, commerciale avec la France, ça tombe, on ne trouve pas la solution. Alors, il y a peut-être une autre raison, qui est une raison qui est un peu bête comme chou. C'est que Google n'est pas préparé à distribuer dans un certain nombre de pays ses produits, tout simplement. C'est-à-dire que tout ce qui est chaîne de distribution, ils ne sont pas allés voir la Darty, ils ne sont pas allés voir la Fnac, ils ne sont pas allés voir les... Ils n'ont pas la chaîne de distribution globale qui leur permet de fabriquer, en tout cas d'assembler un smartphone
en Asie. Je rappelle que tout ça est de toute manière fabriqué en Asie, comme tout le monde, comme l'iPhone, comme toutes ces choses-là. Ensuite, de le ramener sur une centrale de distribution commerciale forte, type ce que Apple justement ou Amazon ont en Irlande, par exemple, ou en Hollande. Et puis ensuite, de le redistribuer bien packagé partout dans des distributeurs en Europe. Visiblement, Google juste n'est pas prêt à faire ça. Ils n'ont pas cette distribution commerciale. Ils ont quand même réussi à le faire pour le Google Home. Donc pourquoi ils ne s'appuient pas, le Google Home qu'on trouve chez Darty et qu'on trouve à la Fnac, donc pourquoi ils ne s'appuient pas sur cette tête de pont? Et bien voilà, Emmanuel, Rafi, il a raison. Et qu'est-ce qu'il y a en France qu'il n'y a pas qu'il y aurait en Italie et en Espagne, qui sont quand même des pays pour avoir fait de la distribution et sortir des produits? C'est beaucoup plus difficile et c'est des marchés nettement moins intéressants, l'Italie et l'Espagne, que la France. Donc vraiment, on ne comprend pas. En fait. On ne comprend pas. Et alors, vous allez sur le site parce que tu dis, oui, ils ont peut-être des problèmes de distribution, c'est peut-être compliqué de passer. C'est eux qui expliquent, pour être plus clair, moi je ne prends pas cette explication-là pour argent reçu, comme on dit. Mais non, je dis juste que voilà, eux-mêmes expliquent que leur gros problème aujourd'hui, c'est d'être sérieux dans la logistique. D'accord. Et qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais ils ont Google Home, ils en ont lancé quelques-uns. Si vous voulez en avoir un, allez-y, vous allez voir, il y en a quelques-uns. C'est pas du tout les mêmes volumes. Un smartphone, c'est beaucoup plus impressionnant. Il y en a, bien sûr, mais vous lancez un smartphone, c'est des millions. Le Google Home, on peut pas penser que ça soit des millions. Emmanuel, je suis sur le store.google.com. Je vais défendre Google maintenant. Excusez-moi, maman, je suis désolé. Non, mais là, franchement, ça craint, parce que je pensais que... et sur le store de Google, parce que là, quoi de plus simple pour eux que de rajouter une ligne en disant, voilà, vous pouvez acheter des pixels, et on vous l'envoie. Il n'est même pas sur le store français de Google. Ouais, en fait, je pense quand même que Google, ça fait 2 ans, c'est depuis 2016, qui se sont dit, voilà, maintenant, on est des fabricants de matériel, on fait du hardware, en gros, on est une entreprise qui veut se rapprocher de ce que fait par exemple Apple. Sauf que faire ce que fait Apple, c'est pas facile, effectivement. Produire des millions de smartphones pour tous les pays comme le fait Apple, de lancer un iPhone sur des dizaines de pays dans le même temps, c'est un sacré métier, c'est pas évident. Effectivement, peut-être que c'est sans doute une des principales raisons. Google n'a pas encore les reins. Pourquoi l'Italie d'Espagne? Généralement, il y a moins de l'Angleterre, on se dit l'Angleterre, c'est moi, tu vois, je comprends. L'année L'année dernière, le Pixel, c'était l'Angleterre, c'était les US, c'était l'Allemagne. Bon, on peut se dire, c'est vraiment les gros pays, nous, on est en dessous. Et c'était lié à Assistant l'année dernière, c'est-à-dire que Assistant n'était pas disponible en français. On est d'accord. Donc, là, moi, je me suis dit, effectivement, ok, ils ont lancé Assistant en français cet été. Et effectivement, forcément, ils préparent l'arrivée du Pixel en France, vu qu'Assistant est dispo. Non, ils ont encore trouvé une autre raison pour laquelle le Pixel n'est pas sorti en France. Rafi, attends, mais qu'est-ce qui se passe à ton avis? Tu as une idée ou pas? Non, enfin, quelle que soit la façon dont on le tourne, on n'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à Est-ce que c'est un problème politique entre la France et Google? Est-ce que c'est vrai que on leur tape un petit peu sur les doigts au niveau fiscal, mais on n'est pas les seuls. Je veux dire, est-ce que la France est la plus véhémente dans cette poursuite de Google? Est-ce que ça pourrait être ça, par exemple? Est-ce que ça pourrait être une réprimande? On a du mal à penser ça. C'est que s'ils ont vraiment cette stratégie de devenir comme Apple, d'être un acteur global du hardware, on peut difficilement avoir des trous comme la France et le Japon. Parce qu'en plus, Google est très populaire en France, Eric. Oui. Google, enfin, 90% des requêtes sont faites sur Google en France, sur les moteurs de recherche. On utilise énormément le cloud de Google, on utilise énormément Google Maps. Mais il est possible quand même qu'ils se disent qu'il est peut-être plus facile pour eux d'avoir un impact sur un marché comme l'Italie ou l'Espagne, plutôt qu'en France. Où déjà iOS a quand même une sacrée présence, même si effectivement la tendance à être un petit peu de diminuer chaque année par rapport à Android, où une marque comme Samsung par exemple est très très forte. Peut-être que je n'ai pas les chiffres de ces pays, mais peut-être qu'ils se disent c'est plus facile pour nous de percer en Espagne ou en Italie qu'en France. C'est possible aussi. Est-ce que c'est aussi peut-être pour ménager les concurrents? Alors, parce que il y a certainement un rapport. Là, pour ça, il faut prendre, à mon avis, du champ et regarder la stratégie dite un peu nouvelle, en effet, d'accord entre le hard et le soft de Google, qui au début ne voulait absolument pas faire ça, puis tout d'un coup a commencé à montrer la voie avec ses premiers smartphones Android en disant, mais enfin, quand même, vous voyez, on peut faire avec les Nexus, on peut quand même faire un peu du haut de gamme. Regardez, on vous montre comment faire. Alors, finalement, donc Samsung a emboîté ce pas-là, même s'ils n'étaient pas très très loin derrière. Il faut quand même être honnête. Et aujourd'hui, Samsung est installé sur le haut de gamme Android, si ça veut dire quelque chose. Donc ça, c'est fait. Il est évident que Google n'est pas forcément, aussi à l'aise pour attaquer ce segment de marché-là avec
parce que la différence se fait sur, évidemment, la commercialisation, mais surtout sur le marketing et la promotion de ces appareils-là. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le premier Pixel, là on parle du Pixel 2, s'est vendu à 1 million d'exemplaires à peu près. Je crois que le chiffre était sorti, c'est 0,4% du marché du smartphone. Donc même aux États-Unis, où ils sont très présents, c'est Google, où ils peuvent avoir une force et un marketing et un impact commercial fort, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'on peut, nous, Français, penser que tout ça est peut-être en partie, en tout cas, injuste. La réalité, c'est que même aux États-Unis, où ils sont très présents, où c'est leur marché natif, ils ne font pas une part de marché importante. Donc ils avaient peur quoi? Ils ont peur de se prendre un bouillon en France? C'est pour ça qu'ils... Mais il faut voir aussi qu'il a été difficile à trouver. C'est-à-dire qu'aux États-Unis... Même aux États-Unis, c'était compliqué. Il est compliqué à trouver. D'ailleurs, là, les Pixel 2 sont en rupture de stock pour la plupart. Il y a une waiting list. Ce qui était arrivé aussi pour le premier. Voilà. Et même le premier, il a toujours, tout au long de l'année dernière, il a été compliqué de le trouver aux États-Unis. Donc ça montre bien quand même qu'ils ont quelques petits soucis pour fournir tous ces appareils. Alors là-dessus, moi, juste pour finir ce que je voulais dire à propos de cette stratégie globale de Google, donc dans le hard et le soft, c'est toujours le même problème avec Google depuis 5-6 ans à peu près, sur 2 points. C'est l'abonnement et sur le hard. Dans ces 2 éléments-là, où ils ont commencé à tâter un peu avec YouTube, ils ont commencé à regarder comment on pouvait faire de l'abonnement, et puis avec le hard, donc avec les premiers Nexus, et puis aujourd'hui avec les Pixels, les Chromebooks et toutes ces choses-là, en réalité, si on regarde bien, Google est plus en train de picorer. Ils sont en train voilà, ils testent. Mais ça fait 5 ans qu'ils testent cette histoire. Ça fait 5 ans qu'ils regardent si c'est possible de le faire. Avec pas trop de succès d'ailleurs finalement. Mais peut-être avec pas trop de volonté non plus. C'est toujours le même problème dans ce genre de choses. Autant Microsoft a eu vraiment de la volonté parce avec Windows Phone et ils se sont plantés. Google Music par exemple, n'a pas le succès d'un Spotify ou d'un Apple Music, alors que ça a quand même un impact. Non, ça pourrait avoir un impact succès. Là maintenant, ils vont miser sur YouTube. Hein, le YouTube Premium aussi, voilà, c'est pas un succès phénoménal. Avec le Max. Exactement. Il avait été offert avec. Ouais. Donc, mais en tout cas, oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils n'ont pas. Ils ont commencé vraiment à devenir sérieux dans le hardware. Alors c'est vrai qu'il y a eu toute la période Nexus, durant laquelle ils disaient bon, on va faire ça en partenariat avec une marque Samsung, HTC, etc. Mais depuis l'année dernière, ils ont ce motto qui est Made by Google. On fait nos propres produits et maintenant on est dans le hardware. Mais c'est tellement récent. Même Google, c'est très difficile. Je vois Microsoft par exemple qui effectivement a lancé des surfaces, a eu un peu cette stratégie de se dire finalement c'est pas si bête ce qu'ils font Apple. On va faire un peu pareil et donc de lancer toute la gamme Surface après l'échec monumental des Windows Phone. On souhaite plus de succès à Google quand même. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est attaché à une marque et qu'on a beaucoup de mal à bouger, quand bien même votre marque c'est Google ou Microsoft. C'est que vous êtes Google. On s'attend à vous on attend de vous d'être une plateforme, d'être un moteur de recherche, mais pas de faire du hardware. Je fais le meilleur hardware du monde, j'écris Google dessus, je m'en fous. Vous êtes pas et le moindre Samsung ou le moindre chinois sera plus crédible que Google. C'est le même problème que Microsoft, comme le disait Eric. Vous êtes du soft et cette stratégie ressemble trop à une stratégie, justement. Est-ce que c'est pas aussi peut-être, Rafi, pour ménager les concurrents directs? Parce que là, finalement, Google marche sur les plates-bandes de ses partenaires. Samsung qui a de l'Android, les Sony, on va pas citer tous les constructeurs de smartphones qui utilisent Android, mais finalement Android c'est Google. Est-ce que peut-être que la France est mise à côté parce que Samsung leur a dit écoutez, attendez les gars, moi la France, je veux garder mon précaré, j'ai pas envie que vous veniez marcher sur mes plates-bandes. Est-ce que c'est envisageable ou c'est complètement débile? Mais pourquoi la France? Pourquoi le problème ne se pose pas ailleurs? C'est un marché important, mais par ailleurs, c'est pas le marché le plus critique pour Samsung ou Huawei. En tout cas, si vous nous regardez et que vous avez la réponse, et si vous avez travaillé chez Google, on gardera l'anonymat. Hein, n'hésitez pas à nous le dire, parce que franchement. On leur a beaucoup posé la question. Ils sont vraiment, ils ne disent absolument rien à ce sujet. Bien sûr, on a l'impression que même eux ne savent pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un peu pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, simplement. C'est-à-dire, en effet, comme dit Rafi très bien, c'est très compliqué quand vous êtes une marque du gratuit et que vous êtes essentiellement un expert du soft, d'expliquer que non, vous allez changer, que vous allez faire autre chose et que ça va être aussi bien. C'est vrai que c'est compliqué. La crédibilité commerciale, c'est compliqué et c'est long. Alors après, moi, je trouve qu'ils mettent vraiment pas beaucoup d'atouts de leur côté. Ils ont quand même largement les moyens de mettre en place une chaîne de distribution. Pourquoi ils ne le font pas? C'est vrai qu'il y a certainement un côté où il faut aussi ménager le concurrent.
Je pense que Samsung et Google ont eu dernièrement des négociations qui étaient assez rudes. Donc il fallait peut-être pas quand même encore en plus en rajouter. Donc voilà, on picore, on dit le Japon on l'exclut, la France on l'exclut. Vous voyez, on fait des gestes pour vous, c'est bien quand même, non? Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Un peu toutes ces raisons. Et puis certainement aussi, là-dessus tu as raison, il y a une espèce de mauvaise humeur de Google vis-à-vis de la France, qui est évidente. Parce qu'on les embête, pour dire les choses gentiment, sur les impôts, parce qu'en effet, dès qu'il se passe quelque chose autour du droit d'auteur, par exemple, on est les premiers à vitupérer, à aller au niveau européen, à dire que les méchants, c'est Google et c'est Facebook, mais c'est surtout Google. Voilà, il y a certainement un peu de tout ça qui s'accumule pour que la France soit un marché laissé pour compte. Mais même là, enfin, si Google avait déjà été le maître du monde dans le hardware, il aurait pu punir la France en disant, puisque c'est comme ça, vous n'aurez pas mes téléphones. Mais en fait, ça nous est égal de ne pas avoir leurs téléphones. Enfin, ça nous vexe un peu de ne pas les avoir. Mais moi, dire, pourquoi les Italiens et pas nous? Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je m'en fous des téléphones Google. Alors, Eric n'est pas d'accord parce que lui, il les attend de pied ferme. Moi, je m'en fous. Mais ça me vexe que Google ne décide de ne pas sortir ses téléphones dans notre pays. Voilà, moi, franchement, ça me saoule. Alors qu'il le fait en Italie. Alors qu'il le fait en Italie ou en Espagne ou en Angleterre ou n'importe où. Samsung. Elle est bien, Emmanuel. Ta première, elle est pas mal. Je vous en prie. Mais je dis sur le line-up des produits et sur cette histoire d'image de marque, je pense que là où Google est crédible pour sortir des produits, c'est précis. Je pense qu'ils sont plus crédibles sur les nouveaux produits, par exemple pour faire un Google Home, qui est une catégorie qui n'existe pas, où je peux rentrer moi en tant que Google pour faire des trucs qui n'existent pas, plutôt que de dire, tiens, 15 ans après tout le monde, je débarque en faisant des téléphones. Donc, moi aussi, je vais faire des téléphones. Enfin, on ne peut pas arriver en disant je suis un MeToo et sur des places. Mais ils ont l'ADN du smartphone aussi malgré tout, parce qu'Android c'est eux. Donc et les gens savent, non, plus ou moins qu'Android c'est Google. Et puis surtout, en fait, durant cette présentation, ils ont voulu montrer leur différence et montrer que en fait, ils étaient Google, donc ils allaient profiter de leur savoir-faire pour faire des smartphones différents. Ils l'ont dit clairement au début de la conférence, ils dit c'est fini le hardware. On s'en fiche. Il y aura plus de révolution hardware. Tout ça, c'était évidemment. Bon, ils mettent en avant quand même leur appareil photo. Apple. Hein. Ils mettent en avant quand même leur appareil photo. Le hardware, on va dire, voilà, vous allez avoir des innovations incrémentielles, ça va s'améliorer, il y aura plus de puissance. Mais en fait, la vraie nouveauté, c'est l'IA. C'est l'arrivée de l'IA dans les téléphones et que nous, alors contrairement à Apple, parce que Apple le dit, mais moins fort, qui se place au croisement entre le matériel et le logiciel. Google se dit, nous, on fait du matériel, du logiciel, et en plus, on vous rajoute une couche qui est celle qu'on connaît très bien, c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est là-dessus qu'ils veulent se démarquer pour leur téléphone. Donc, ils arrivent en faisant effectivement du MeToo, c'est du Snapdragon 835 dedans, il n'y a pas au niveau du hardware, ça n'a rien d'exceptionnel. Oui, c'est tous les composants qu'on a dans les smartphones d'aujourd'hui. Complètement, il n'y a rien de spécialement innovant dans le smartphone de Google. Mais par contre, ils disent vous allez faire des superbes photos parce que nous, on a des algorithmes qui vont vous améliorer automatiquement vos photos et on sait faire des algorithmes. On a Google Lens qui vous permet d'analyser avec votre appareil photo le monde qui vous entoure. Et ça va être pour l'instant une exclue du Pixel, alors que c'est quand même une application qui devrait être... dans la logique traditionnelle de Google, c'est être lancé sur le Play Store pour qu'un maximum de gens utilisent. Là, non, ça va être une exclue temporaire, mais une exclue sur le Pixel. Donc tout ça, en fait, ça contribue à dire, voilà ce qu'on apporte par rapport aux autres, c'est l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Google le dit à tour de bras, nous sommes maintenant une entreprise qui d'abord s'occupe d'intelligence artificielle. Après, on décline ça dans différents produits, mais d'abord, ce qu'on fait, c'est ça. Alors, on attaque l'intelligence artificielle. Gros débat. Rafi, je pense que tu as 2-3 trucs à nous dire là-dessus. Est-ce que c'est la bonne stratégie de Google de mettre de l'intelligence artificielle partout? Parce que là, pendant la keynote, il y en avait partout. Oui, c'était effectivement ce qu'il y avait de... Oui, la première question, c'est est-ce que c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est juste un buzzword pour n'importe quel algorithme un peu sophistiqué? On l'appelle intelligence artificielle. Est-ce que c'est juste un truc qu'on brandit pour se démarquer? Ou est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle dans laquelle Google est très fort? Dans tout ce qu'ils ont démontré là, il n'y a rien d'extrêmement étonnant. Qu'est-ce que c'est? Donne-nous un exemple pour toi, ce qu'est l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle devrait commencer par les trucs que nous avons déjà. Si on a l'impression que c'est quelque chose qui est en devenir, je pense que l'intelligence artificielle, c'est par exemple des trucs
très très peu spectaculaires, comme le correcteur orthographique d'Apple. C'est qu'on nous promet un monde d'intelligence artificielle extraordinaire d'intelligence artificielle qui va guérir le cancer, mais pour le moment l'intelligence artificielle il est dans le correcteur orthographique de votre smartphone, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il marche pas bien. Il est même pas capable de différencier le et me dans une phrase. Et donc, pour le moment, c'est, je pense, un espèce de buzzword que l'ensemble de l'industrie a adopté, en particulier l'ensemble de la Silicon Valley, pour dire nous sommes au devant de quelque chose que seuls nous pouvons faire. C'est ça qui est très important dans l'intelligence artificielle, c'est que c'est un truc pour riches. Ça crée le fossé entre les GAFA et le reste du monde. Nous avons toutes les données, nous avons tous les ingénieurs, et nous sommes donc les seuls à pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Donc c'est avant tout un message politique qui est de brandir ce mythe de l'intelligence artificielle, du truc qu'on va de toutes ces merveilles qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, mais que seuls nous, les GAFA, allons pouvoir et puis c'est une autre histoire, c'est une nouvelle histoire que Google raconte aussi. Ça change un peu du moteur de recherche, du cloud, etc. Oui, qui sont tous des trucs vieillissants et un peu poussiéreux. Voilà. Et là, on repart, on a un nouveau chapitre à raconter et on déroule le marketing avec la voix, on le voit, enfin, tous les exemples qui ont été présentés. C'est en tout cas comme ça qu'ils le voient après le mobile. C'est vrai qu'il y a eu la révolution du smartphone maintenant. Google disent maintenant, ça y est, on passe à une nouvelle étape qui est l'IA partout, dans tous les produits, omniprésente, voire omnipotente. Et c'est tout à fait ce qu'on a vu dans tous les produits qu'ils ont présentés. Après, que ça marche ou pas, c'est vrai. Là, il y avait une superbe démo d'un traducteur instantané sur un des accessoires du Pixel. C'est de l'intelligence artificielle. Encore faut-il que ça marche à peu près correctement, parce que là, ce qu'on a vu, c'est très sympa. C'est le Earbud, hein, c'est ça? C'est le Pixel Bud. Pixel Bud, voilà, qui est une espèce d'écouteur Bluetooth, qui ne sera pas disponible en France, donc c'est pas la peine de vouloir l'acheter. Mais tous ces produits, à chaque fois, c'était la démo, voulait montrer des usages grâce à l'intelligence artificielle. Google Lens, c'est typique, vous mettez ce verre devant votre smartphone, c'est un verre, tant mieux. Non mais c'est ça qu'ils ont montré, c'est d'ailleurs, et ce que disait Rafi est très intéressant d'ailleurs à ce propos, parce que c'est vrai que c'est pas les premiers à faire ça. Samsung avec son S8 et Bixby voulait soi-disant comprendre notre monde. Bon, pour l'instant ça ne marche nulle part. Par contre Google, je pense que là-dessus ils ont quelques petits avantages, et effectivement on se dit qu'ils ont même une sacrée avance par rapport à leurs concurrents, notamment asiatiques là-dessus. Parce qu'il faut voir, pour revenir sur cette histoire... Est-ce que ça fait avancer le monde, tout ça? Est-ce que finalement ça va nous faciliter la vie, tous ces gadgets ou pas? C'est ça la question. Le fait est qu'on est dans un tel brouhaha en ce moment sur les deux sujets à la mode, qui sont la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait on a du mal à démêler la hype et le rideau de fumée de la réalité de ce qu'on pourra faire, c'est la vitesse à laquelle on va parvenir. Je pense qu'on va y parvenir, mais est-ce que c'est dans un avenir proche ou très lointain? Personne ne sait le dire. En tout cas, je ne sais pas le dire. Il y a une démo qui t'a bluffé, alors pas de Google forcément, mais récemment, concernant l'intelligence artificielle, tu dis, là, ça fait pas bullshit, c'est quelque chose d'impressionnant. En fait, non. Non. En fait, non. Ni dans la réalité augmentée, ni dans ni dans l'intelligence artificielle. Mais je reviens au besoin de ce message, c'est qu'on a l'impression que ce sont des messages qui sont objectifs. Les GAFA sont aussi des sociétés cotées en bourse, et si aujourd'hui, pour les investisseurs et pour la bourse, vous êtes obligé de raconter une histoire qui va dire, nous, Google, dans 10 ans, on sera toujours Google, et ce qui fait notre force de Google, qui fait qu'on va pas pouvoir être remplacé en tant que Google, c'est qu'on est les rois de la data, on est les rois de l'intelligence, et avec l'intelligence artificielle, on sera encore les maîtres du monde dans 10 ans et 15 ans. Facebook, pareil. Dans tous ces discours-là, il y a une surévaluation, une surhypisation de ces discours, parce que ces entreprises ont besoin de faire croire aux investisseurs qu'elles seront encore là dans 20 ans, ce qui est peut-être pas sûr. Emmanuel ?
Alors, beaucoup de choses ont été dites. je voudrais juste recadrer 2-3 choses. Sur le buzzword et sur ce manque de définition qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui dont tu parlais, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans des assistants, clairement, qui ont des réponses assez binaires à des interactions essentiellement par la voix. Le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'elle allie 2 conceptions et 2 compétences qu'on veut intégrer dans les puces, que ce soit d'un smartphone ou d'un ordinateur, qui sont très compliquées. C'est la reconnaissance vocale d'un côté et de l'autre côté, une sorte d'intelligence, c'est-à-dire quelque chose qui soit une réponse logique qui pourrait, d'une certaine manière, être un simulacre d'une réponse intelligente humaine. Ces 2 éléments-là sont déjà très compliqués. On l'a vu avec Siri, par exemple, qui a encore beaucoup de mal à vous comprendre, alors que vous lui parlez normalement. Vous n'avez pas un accent particulier qui soit vraiment très compliqué. Ouais. Non, même si on lui parle normalement, il y a des fois, il ne comprend pas. Voilà. Il fait en effet des erreurs qui sont pareilles, celles du correcteur orthographique. En plus, il est obligé d'appeler une base de données dans le cloud, etc. Enfin, en plus, tout ça n'est pas local. Ce n'est pas local et ça ne sera jamais. Je pense que là-dessus, Apple a assez montré que pour eux, ça ne les intéressait pas, que ça, c'était le boulot des opérateurs de télécommunications. C'est pas ce que dit Huawei notamment. Huawei, ils veulent avoir toute l'intelligence artificielle dans le hardware du téléphone. Mais bon, on verra. Je pense que là-dessus, Apple considère que la montée en puissance des opérateurs de télécommunications est suffisamment importante et financée dans le monde entier pour que finalement la question du temps de réponse lié au network, enfin à la connexion avec la base de données qui est quelque part ailleurs, ne soit pas vraiment une question. Ce qui les intéresse aujourd'hui avec la puce A11 Bionic, par exemple, c'est simplement que la puce puisse délivrer une partie de ce qui se passe sur le réseau directement sur le smartphone. Qu'on l'intègre entièrement, cette intelligence dite artificielle entièrement à l'intérieur de la puce, moi je crois qu'Apple, ça ne les intéresse pas. Pour être clair, c'est quelque chose qui viendrait prendre beaucoup trop d'autonomie sur la batterie, enfin bref, ou alors peut-être à un horizon 10 ans, quand on parlera encore autrement, mais ce n'est pas le cas. Bon bref, donc le problème de l'intelligence artificielle dans ces appareils aujourd'hui, c'est à la fois la reconnaissance vocale, parce que et c'est là où c'est très intéressant. Et c'est lié à un produit qui, pour moi, aujourd'hui, a été complètement absent chez Google, c'est la smartwatch. La Siri, ou en tout cas un assistant vocal, a du sens sur une smartwatch. C'est-à-dire que ce petit écran, jouer dessus avec ses mains, c'est pas très pratique. En revanche, lui parler, ça a du sens. Il n'est pas très loin de vous, il est à votre bras. C'est jamais très éloigné. Donc, même si toi, tu as le bras long, on le sait. Même si je peux avoir le bras long parfois. Donc, on peut en effet lui parler et ça a du sens. Et donc, logiquement, Apple doit, ou Google, ou d'autres vont devoir bosser vraiment sur cette intelligence artificielle s'ils veulent qu'on porte ce genre d'appareil au poignet. Ça a aussi du sens dans les enceintes connectées. Et là-dessus, je pense que Google a en effet compris que c'était quelque chose qui était important parce qu'il n'y a pas d'écran dessus. Donc vous ne pouvez pas aller... je rappelle que l'intelligence artificielle, ça n'a pas de sens sur un ordinateur parce que ce que vous pouvez faire avec un clavier et une souris est beaucoup plus intuitif et rapide que de lui parler à la machine. Vous n'allez pas prendre le risque qu'elle ne vous comprenne pas, alors que vous avez quelque chose de quasi instantané qui est une très bonne interface, qui a été bossée pendant 30 ans, qui fonctionne assez bien quand même aujourd'hui. Excuse-moi, mais moi je me surprends de plus en plus à dicter mes mails et à ne plus les écrire avec Siri. C'est pas de l'intelligence. Encore une fois, reconnaissance vocale et intelligence artificielle sont 2 choses qu'il faut séparer dans les actes. La reconnaissance vocale, Dragon faisait ça aussi, ça fonctionne relativement bien quand vous devez dicter un mail. Quand par contre la machine doit comprendre ce que vous lui avez dicté, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est cette frontière-là qui est compliquée à passer pour ces algorithmes. Bon, bref, donc sur une enceinte connectée, ça a du sens parce que vous n'avez pas d'écran. Encore une fois, l'intelligence artificielle vocale, c'est-à-dire le fait de parler à une machine, à parler à un robot. Parler à quelqu'un, à une machine connectée, c'est un robot. Hein, c'est aussi simple que ça. Eh bien, ça a peut-être un peu de sens parce qu'il n'y a pas d'écran dessus. Mais là où ça en a le plus, réellement, quand vous l'utilisez au quotidien, moi, c'est dont je me rends compte, c'est vraiment avec une smartwatch. Là, il y a vraiment il y a quelque chose qui, en effet, est intéressant. Une enceinte connectée, très franchement, pour l'immense majorité des gens, en passant par les exemples clairs de votre grand-mère, votre grand-père, ou votre mère ou votre père, si vous n'êtes pas trop vieux, ça n'a pas vraiment de sens. Vous n'allez pas parler à ces enceintes. C'est un truc d'early adopter, pour être clair. Si elles font de la musique, eh bien, tant mieux. On les mettra dans une salle à manger et ça fera de la musique parce qu'on parlera à Sonos ou à Spotify ou à Apple Music. Mais c'est assez limité comme environnement en réalité. Vous n'avez pas quelque chose de vraiment fondamental à parler à une enceinte connectée. En revanche, parler à votre montre qui vous accompagne partout, qui est en rapport avec l'ensemble de votre base de données, ça peut avoir du sens, contact, ça a du sens. Voilà, merci, j'étais un peu long, désolé. Non. Une nouvelle musique, pardon, excusez. Oui,
Il y a une nouvelle catégorie aussi qui sont les earbuds, c'est à la fois les AirPods et le truc et qui est à mi-chemin entre la montre et l'enceinte, qui est peut-être plus intéressante et avec laquelle on peut arriver à une espèce de... Rafi, tes belles lunettes qui sont magnifiques là ne sont pas connectées encore. Non. Demain, elles pourraient l'être. J'espère. Moi, je voulais revenir quand même sur l'IA, parce que c'est vrai qu'on me disait on n'est pas bluffé par l'IA. Enfin, moi, ça me bluffe quand même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous utilisez un service comme Google Photos, ce service Google Photos, alors après, il y a toutes ces questions de vie privée qui rentrent en ligne de compte, certes. Mais vous mettez 50 000 photos que vous avez prises depuis 10 ans sur votre Google Photos, vous tapez plage, et là vous allez avoir automatiquement toutes vos photos de plage qui vont arriver. Alors moi, ça c'est de l'intelligence artificielle. Ça c'est de l'intelligence artificielle et c'est extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs ce que fait, ça c'est un des exemples. Mais la reconnaissance du visage, les effets bokeh par exemple qu'on a, c'est de l'intelligence artificielle. C'est très à la mode, c'est mode portrait, etc. Mais ça procède de l'intelligence. Est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle? Bien sûr, si on appelle c'est de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence artificielle, bien sûr. C'est de l'intelligence telle que d'ailleurs ça n'a rien de bien nouveau. On fait de l'intelligence artificielle depuis très longtemps en informatique. Pareil pour les gamers. Les gamers connaissent très bien quand ils jouent à StarCraft contre l'ordinateur, ils savent très bien qu'en face c'est une intelligence artificielle qui est programmée assez bien souvent d'ailleurs, même si Google essaye avec DeepMind de faire un joueur de StarCraft artificiel complètement invincible, mais que ça fonctionne plutôt bien déjà. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans les smartphones comme innovation procède quand même beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'elle est partout. Elle est effectivement maintenant dans ces choses un peu waouh que sont les assistants vocaux. Mais là, c'est vrai qu'on est encore à une étape, on en parlait il n'y a pas si longtemps ici, qui est effectivement pour les early adopters. C'est vrai que c'est loin d'être parfait et c'est vrai que... C'est loin d'être utile parce qu'une fois qu'on a classé ces photos en sachant toutes celles dans lesquelles il y a un bureau, dans toutes celles dans lesquelles il y a un blond avec une mèche... Mais c'est très pratique. Parce que si par exemple tu te souviens pas si tu te souviens pas d'un lieu où tu es allé, ou même si tu veux pour une raison ou pour une autre, tu te rappelles d'une plage, mais c'est peut-être ma mémoire qui est défaillante, mais c'est très pratique de pouvoir classer ces photos, en fait laisser une intelligence artificielle classer ces photos pour ensuite pouvoir les retrouver. Je l'ai fait, mais ça fait 2000 catégories. Il m'a mis toutes celles où il y avait une plage, toutes celles qui avaient un plan d'eau, toutes celles sur lesquelles il y avait un plan d'eau avec des chiens, toutes celles dans lesquelles il y avait des chiens sans plan d'eau. Si quelqu'un avait classé tes photos à ta place. Voilà. C'est pratique quand même. Parce que c'est quand même, excusez-moi, c'est chiant de classer ses photos. Vos photos Moi, de temps en temps, oui. Ça, c'est une bonne question. Non, la photo, c'est une fois que vous avez tué, c'est shoot en anglais, c'est ça. Une fois que vous avez shooté l'image, elle est justement, on l'enterre dans la mémoire de son smartphone. C'est ça la question. Tu as tout à fait raison. Mais par contre, ce qui est marrant aussi avec l'intelligence artificielle, notamment Google Photos, que à titre personnel j'utilise beaucoup, c'est par exemple pour vous raconter une petite anecdote, j'avais pris plein de photos de chats, de chats différents. Et puis un jour, je vois une notification. J'adore les chats. Je vois une notification de Google Photos qui me dit on vous a préparé un film automatiquement avec toutes vos photos de chats. Et là, vous avez une petite musique rigolote avec plein de photos de chats et une petite animation. Ce que fait Facebook depuis des années d'ailleurs. Hein. Oui, Facebook le fait aussi. De temps en temps, ils balancent des vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ils permettent comme ça de redécouvrir les photos qu'on avait peut-être oubliées. Et ça, c'est un vrai. Je trouve que c'est assez sympa en fait. C'est vrai, on ne regarde plus trop ces photos une fois qu'on les a prises. Mais justement. C'est fait pour. Non, mais le processus psychologique, c'est celui-ci. Vous shootez une photo et vous l'enterrez dans la mémoire de votre smartphone. Et je suis d'accord, Memories d'Apple essaye de renouveler ça également. Google, avec Google Photos, avait fait un grand pas dans l'analyse des photos, enfin en tout cas l'analyse vaguement des photos. Facebook, parce que il fait ça tout le temps. Facebook, parce que parfois, sur Google Photos, vous trouvez des photos de plage, puis tout d'un coup, en effet, une photo qui n'a rien à voir. Parce qu'il n'a pas réussi à comprendre. Parce que c'était compliqué, c'était une falaise, c'était pas la même chose. Enfin bon, c'était. Ça reste un vrai défi. Ça reste encore un défi très important. Là, Apple a beaucoup appuyé là-dessus également sur ses derniers iPhones en disant il est capable de décortiquer les différents plans de la photo et de les analyser et de les classer également. Mais là-dessus, je suis d'accord avec Rafi. Le problème, c'est en effet un problème de richesse de catégories. On en retrouve plein parce que vous avez 10 000 photos. Donc ça ne veut plus rien dire à nouveau. Et finalement, on s'en retrouve à faire comme d'habitude, c'est-à-dire le fameux paradigme du restaurant chinois. Je prends du canard laqué et du riz cantonné, c'est-à-dire je fais la géoloc. Ah bah où est-ce que je l'ai pris celle-ci? Ah bah c'était là. Bah je regarde sur la géoloc. Ah bah je la retrouve, elle est là. C'est assez facile quand même. Et sinon, il y a une autre façon de regarder ces photos, c'est de prendre sur l'économiseur d'écran, de mettre tout le dossier photo. Et là, on laisse faire la sérendipité. D'un seul coup, on redécouvre des souvenirs
qu'on serait jamais allé chercher. Et c'est là que c'est le plus merveilleux, c'est de retrouver des trucs auxquels on ne pensait plus. Donc, comme quoi, et donc c'est pas l'intelligence, c'est la non-intelligence, c'est-à-dire le fait de laisser faire l'imbécilité artificielle qui... L'imbécilité artificielle de Rafi. Ça c'est cool. Bon, Rafi, on a bien compris que tu n'aimais pas les photos de plage, hein, visiblement. Non, puis j'y vais pas, donc je tu vas pas, c'est pour ça. D'accord. Alors bon, je crois qu'on a fait le tour. On aurait pu parler encore d'intelligence artificielle. Non, je voulais juste rajouter un truc sur l'intelligence artificielle. C'est que ce qui est étonnant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on s'attend à ce qu'elle s'attaque à des domaines nouveaux qu'on ne traitait pas avant. Alors qu'on a des tas de choses qui marchent toujours assez connement. On a tous des applications qui fonctionnent très très connement, y compris des trucs des applis de chez Apple, même Google Ads par exemple, etc. Ou Excel. Oui. Excel, par exemple, qui bénéficierait bien de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est des trucs à venir et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour améliorer des choses qu'on utilise tous les jours, typiquement le correcteur orthographique. Je pense que on saura, moi, ma mesure du moment où on pourra dire l'intelligence artificielle existe vraiment, c'est quand on aura fait un correcteur orthographique qui semble être un problème assez facile, puisqu'on n'a pas les problèmes de reconnaissance. Quand je tape un mot, c'est bien le mot que j'ai tapé. On peut mesurer la fréquence à laquelle un mot appartient et d'apprentissage. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi, par exemple, quand Google, qui est censé être redoutable dans le ciblage des pubs, finalement fait du sparadrap de Capitaine Haddock. Je sais pas, ça vous est probablement arrivé, vous allez sur un site et après partout vous allez avoir des pubs pour ce site partout. C'est que là, récemment j'ai acheté des stores et partout où je vais, j'ai de la pub pour le marchand de stores. Alors, et donc l'intelligence artificielle s'est dit, s'il a acheté des stores, c'est qu'il aime des stores. C'est qui est pas vrai. Ils lui ont balancé toute sa vie. S'il a acheté des stores, c'est que maintenant il en a. Et la dernière des choses qui l'intéresse, c'est les stores. Entièrement d'accord avec ça. Et donc c'est pas de l'intelligence artificielle. Si j'écoute les Beatles, j'aime les Beatles, et donc je vais te mettre des Beatles tout le temps. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est assez con. Oui, ou alors c'est un peu obtus comme intelligence. Bon, bah écoutez, on aurait pu, évoquer par exemple aussi cette stratégie de Google de racheter une bonne partie d'HTC. Hein. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en matière de hardware, ils veulent véritablement créer une vraie entité pour fabriquer du hardware? Je pense que là, malgré tout, vous avez de quoi réfléchir après tout ce qu'on vous a dit. Merci en tous les cas à Rafi. Merci Rafi d'avoir été là. Merci. Rafi Aladjian, Emmanuel Torregano. Tu reviens quand tu veux, Emmanuel. C'est gentil. Et on peut te lire donc sur electronlibre.info. Attention. Eh oui, c'est de l'info, c'est logique. Éric Le Bourlou, zeronet.com, bien sûr, avec toutes ces annonces sur Google que vous pouvez retrouver sur Zeronet. On en a beaucoup parlé à la fois à l'écrit et en vidéo. Vous restez avec nous, de quoi je me mets à la suite dans un instant. Pascal Petitpan, on va parler carrément d'autre chose. Les jouets connectés pour les enfants, dans quelques semaines, c'est Noël. Oui, ça fait flipper, mais c'est comme ça. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.